Quand on postule à un marché public, il y a un document qui fait souvent grincer des dents, le fameux formulaire DC2. Aujourd'hui, on va le décortiquer ensemble pour qu'il passe d'un obstacle bureaucratique à un véritable atout dans votre jeu. Soyons honnêtes, la simple mention du DC2 peut provoquer une petite montée de stress. C'est normal, hein. Il a l'air complexe, il est rempli de jargon, et on a toujours cette petite peur que la moindre erreur puisse nous coûter un contrat. Mais respirez, pas de panique, on est là pour tout clarifier, pas à pas. L'objectif, c'est qu'à la fin de ce décryptage, le DC2 n'ait plus aucun secret et devienne un outil que l'on maîtrise parfaitement. Alors, voici notre programme. On va d'abord voir le rôle du DC2, le comparer à son cousin le DC1, puis on va plonger dans le guide pratique pour le remplir. Ensuite, on regardera les pièges à éviter, quelques astuces qui font la différence, et pour finir, on parlera de son alternative, le DUM. Allez, c'est parti. Première partie, le DC2, un passeport. L'idée, c'est de ne plus voir ce formulage comme une corvée administrative, mais plutôt comme la clé qui ouvre les portes des marchés publics. Cette analogie avec le passeport, elle est vraiment parfaite. C'est le document officiel qui va prouver qu'une entreprise a bien les capacités pour, disons, voyager dans le monde des contrats publics. Sans ce sésame, la frontière reste fermée. Pour faire simple, le DC-CAR2 sert à prouver à l'acheteur public qu'on a les reins assez solides pour mener à bien la mission. C'est une sorte de vitrine, très structurée, qui doit avant tout rassurer sur la fiabilité et le sérieux de l'entreprise. Et l'un des chiffres les plus regardés, c'est bien sûr le chiffre d'affaires, sur les 3 dernières années. Pourquoi 3 ans en fait? Eh bien ça donne à l'acheteur une vision sur la durée de la stabilité financière de l'entreprise, de sa croissance, bref de sa capacité à gérer un projet d'une certaine taille. On passe à la deuxième partie, DC1 contre DC2. Ah, la fameuse confusion. Beaucoup les mélangent alors qu'en réalité ils forment une équipe. Ce ne sont pas des jumeaux. Voyons un peu comment ils se complètent. La différence en fait, elle est assez simple. Le DC1, c'est la lettre de candidature. En gros, elle dit « Bonjour, on est candidat ». Le DC2, c'est la déclaration du candidat qui argumente « Et voici pourquoi on veut les bons candidats pour ce marché ». Une autre image pour que ce soit encore plus clair, le DC1, c'est la carte de visite comptant en arrivant. Le DC2, c'est le CV détaillé qu'on donne juste après pour convaincre. L'un présente, l'autre prouve. Et les deux sont absolument essentiels. Troisième partie, comment remplir ce formulaire? Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. Comment on s'y prend concrètement pour remplir ce fameux document? On va le décomposer section par section. Vous voyez, chaque étape a sa propre logique. D'abord, on pose le contexte. Qui est l'acheteur et quel est l'objet du marché? Ensuite, on se présente. Puis viennent les preuves, les capacités financières, techniques. Et enfin, on liste les documents joints. C'est un cheminement vraiment logique pour construire un dossier qui tient la route. Quatrième partie, les erreurs à éviter. Parce que connaître les pièges les plus courants, c'est quand même le meilleur moyen de ne pas tomber dedans. Alors, attention, voici l'erreur numéro 1. Et sur ce point, ce n'est pas négociable. Si on répond en groupement d'entreprise, chaque membre, je dis bien chaque membre sans exception, doit fournir son propre DC2. Un seul oubli et c'est toute la candidature qui est rejetée. C'est radical, mais c'est comme ça. D'autres points importants à surveiller, ne pas oublier la partie H. Elle permet de s'appuyer sur les capacités d'un partenaire pour muscler son dossier. Il faut aussi faire attention à ne pas remplir des sections qui ne nous concernent pas, comme celles sur les marchés réservés. Et enfin, la règle d'or, toujours utiliser la dernière version à jour du formulaire. Cinquième partie, les astuces pour réussir. Maintenant qu'on a vu les pièges, passons aux bonnes pratiques. Quelques réflexes tout simples qui peuvent vraiment faire la différence. Voici une petite checklist de fin parcours, simple mais redoutablement efficace. Bien lire la notice officielle, tout vérifier, faire relire par un collègue qui a un œil neuf. Et bien sûr, le plus important, anticiper la date limite. Ça peut paraître évident, mais ça sauve des candidatures. Et on termine avec notre 6e partie, DC2 ou DUME. C'est un point de plus en plus stratégique parce que le DC2 n'est plus la seule option sur la table. Le DUME, le document unique de marché européen, est une alternative de plus en plus courante. Alors, quel est le meilleur choix? Disons que le DC2 est souvent perçu comme plus simple, plus flexible, ce qui est pas mal pour les PME qui veulent aller vite. Le DUM, lui, est entièrement en ligne. Il vise une gestion plus centralisée, mais son interface peut sembler un peu moins intuitive au premier abord. En réalité, il n'y a pas une bonne et une mauvaise réponse. Le choix va dépendre de la structure de l'entreprise, du marché. Le véritable avantage, au final, c'est d'être capable de jongler avec les deux. Comme ça, on est prêt à répondre à n'importe quel appel d'offres sans perdre de temps. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Ce document peut être soit un tremplin vers un contrat, soit une porte qui se ferme.
La rigueur qu'on met dans sa rédaction, c'est vraiment le tout premier signal de professionnalisme qu'on envoie à l'acheteur. Et voilà, le DC2 est un peu moins mystérieux, non? L'objectif maintenant, ce n'est plus de le subir, mais bien de l'utiliser comme un outil stratégique pour prouver sa valeur. Et si cette épreuve devenait finalement un véritable atout